Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 12 septembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC. Dans les nouvelles, nous avons FTX qui fait couler beaucoup d'encre sur un probable sell-off qui devra arriver normalement demain. Je vous explique tout ça et ensuite on va attaquer la partie technique où on a eu un cluster de liquidation à la baisse, un cluster de liquidation à la hausse. Il va falloir comprendre qu'on est vraiment dans une manipulation globale, et ça renforce la vision que l'on défend déjà depuis quelques semaines. On voit tout ça ensemble tout de suite. On commence tout de suite par FTX, dans lequel ça tourne déjà depuis plusieurs semaines, où FTX va vendre ses cryptos, a priori le 13, et on va justement regarder tout ça ensemble, parce que vous allez voir que c'est pas aussi simple, et que on est en train de monter tout simplement un gros FUD autour de ça, et il va falloir comprendre pourquoi. Première chose, c'est oui, en effet, il y a de la vente à effectuer, il y a 3,4 milliards de cryptos qui vont être vendus, notamment du Sol, du BTC, de l'Ethereum, et un petit peu du reste. Mais ce que l'on ne dit pas à l'heure actuelle, c'est que il y a déjà beaucoup de monde qui se positionne sur justement le rachat de ces cryptos. C'est-à-dire que ça ne va pas être une vente réelle qui va être effectuée, ça va être déjà un étalement. Quand on regarde un peu les différentes nouvelles, on voit que ça va être vendu 200 millions par semaine, et je peux vous attester que cette vente se fera via OTC. OTC, c'est Over the Counter, ça sous-entend que c'est une vente qui ne passera pas par les marchés, donc il n'y aura pas de vente au market actuellement. Et c'est logique. Pourquoi ? Parce que le but du liquidateur, c'est de récupérer un maximum sur les différentes cryptos. Le but n'étant pas de faire effondrer le cours, parce que si on fait, par exemple, chuter Solana jusqu'à 5$ avec la pression baissière, ok, bah ça veut dire que la moyenne de prix de vente va être dans les alentours de 7$. Et ce n'est pas possible, en fait. Ça veut dire qu'il y a une perte réelle qui se fera au niveau des assets, et ce n'est pas du tout ce qui est voulu, et donc ça sous-entend forcément qu'on va passer en ETC. Et je peux vous assurer qu'il y aura des groupes qui sont déjà positionnés pour pouvoir racheter, par exemple, ces Solana à des prix qui seront en dessous du marché, logiquement. Et quand on regarde ici, on a aussi une réflexion qui est très intéressante, c'est que dans tous les cas, il y aura un étalement qui se fera. On parle de 200 millions par semaine. À quel moment on va avoir peur d'un étalement de 200 millions sur la totalité de 3,4 milliards ça fait quand même sur 16-18 semaines. Je veux dire, il y a aucun intérêt. Oui, il va y avoir une pression baissière, mais ce sera une pression baissière qui ne sera pas sur les marchés, qui sera en OTC, et dans tous les cas, ce sera étalé. Donc il n'y a pour moi aucun risque par rapport à ça, c'est juste principalement du FUD pour pouvoir entraîner le prix vers la baisse, donc faites juste attention à ne pas vous faire avoir par rapport à ça. Autre chose qui est intéressant, c'est que on a des nouvelles qui sont en train de tomber sur justement FTX 2.0, et on a quand même 75 personnes qui sont intéressées sur le fait de relancer la plateforme 2.0 et de financer justement le relancement de cette plateforme, et la fin devrait être normalement en octobre, le 16 octobre, on devrait avoir plus d'informations. Donc c'est vraiment intéressant de voir à quel point FTX 2.0 repart à la hausse, donc c'est-à-dire le projet de relancer l'exchange. Après, c'est vrai que l'interface, l'expérience utilisateur était vraiment extraordinaire. Je pense que la partie technologique était vraiment très bien faite, malgré tout ce qui s'était passé. Ça n'empêche que, en fonction du repreneur, on risque de voir un intérêt détourné ou un avalement total de la plateforme par un géant, à voir, on ne sait pas encore exactement, qui sont dans les 75, mais je suis sûr et certain qu'on a certains grands noms qui sont positionnés. Ensuite, on a une nouvelle au niveau de la SEC, qui est intéressant. On a Gary Gensler qui va bientôt s'exprimer devant la commission au Sénat, donc on a déjà vécu ça l'année dernière, c'est récurrent que l'on voit ça, et on commence à avoir un bout donc ça c'est aujourd'hui, en l'occurrence, et on a un bout de son discours qui a été donné, ici, intéressant, parce que c'est un discours qui est vraiment à la Gary Gensler, en disant que il va resserrer les teintes au niveau de la crypto, que tout ce qui est considéré comme DeFi, qui se fait appeler DeFi, mais qui n'en est pas vraiment, ou que tous les tokens sont quasiment des securities. Bon, on est dans quelque chose de classique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est les questions-réponses qui se passent après. C'était là où il avait été vraiment mis à mal l'année dernière. On va voir si ça se renforce, cette politique-là. Et là, on va avoir vraiment une tonalité du Sénat, en tout cas des USA, qui est en train, pour rappel, de sortir une loi sur la crypto, sur les stablecoins, et sur les cryptos en général. Donc on a vraiment ici une pression très forte, et ça va être très intéressant de voir. Des fois c'est sur 2 jours, des fois c'est sur 1 jour. Je pense qu'on aura beaucoup d'informations sur l'état général de la politique américaine par rapport aux cryptos.
Alors, du coup, on est en train toujours de préparer ici le moment important qui est demain, 13 septembre, dans lequel on a l'IPC Core, et forcément, on a des mouvements très forts qui sont en train d'avoir lieu. Sur notamment le dollar, où on a bien une chute suite à la résistance, donc très intéressant, hier on en discutait, le fait d'avoir le rebond, commence à avoir un début de rebond, pour moi c'est pas assez marqué, on est plus dans une forme de retest de cette partie-là, donc on est ici en train de retester cette zone-là, donc on doit d'abord dans un premier temps retester ça. Est-ce qu'on casse? Si on casse vraiment et qu'on clôture en dessous au moins une journée, ça veut dire que potentiellement on va retester plus bas dans les 102, ce serait plutôt positif, ça voudrait dire qu'on aura une continuité baissière. Par contre, si on a bien un beau retest ici et on repart à la hausse, là ce sera pas forcément bon signe, ce serait une grosse pression très forte sur justement les économies internationales par rapport au dollar, et on a le SP500 qui performe, hein. Hier, on a eu une très belle bougie dans laquelle on est allé retester quasiment la partie haute à 4547, on s'est arrêté à 4544, donc on est vraiment très très proche ici de ce top qui a été laissé par justement le petit retracement que l'on a eu, hein. Si on reprend un petit peu de recul par rapport à ça, on est vraiment dans la première vague de retracement, deuxième, et là on est dans une forme de retest. Est-ce qu'on est vraiment dans cette distribution BCA-RST SO UT, UTAD, distribution du coffre, et une cassure baissière, ou est-ce qu'on braque ici et on va retester, pourquoi pas les 4500, enfin les 4600, pardon. Donc là on a quand même ici un SP500 qui est relativement fort. Intéressant de voir parce que il est peut-être relativement fort, mais le BTC en lui-même nous a fait justement des folies hier. On a fait une cassure baissière, suivie d'un ravalement haussier, alors qu'on avait justement un ici SP500 qui continue à pousser. Donc ça confirme encore une fois la décorrélation entre les deux, parce que on dépend des éléments endogènes propres au BTC. Ce qui est aussi à noter, c'est que on est revenu encore sur toujours cette bougie. On voit que la semaine est totalement plate, malgré le corps, justement, de la bougie qui est présente. Donc ça veut dire qu'on a vraiment une incertitude au niveau du marché, et une contraction de la volatilité. Parce que quand on regarde, on est toujours très très bas au niveau de la volatilité. C'est pas parce qu'on a eu un mouvement baissier, un mouvement haussier très fort, tout est relatif par rapport à ce qu'on a pu connaître au niveau du BTC, mais très fort par rapport à la période, qu'on a un retour de la volatilité. On est très loin parce que on a fait un retour au bear case. Quand on regarde ici cette accélération baissière et ce retracement, on est revenu à l'entrée de la bougie. Donc ça veut dire qu'on a fait un mouvement nul en moins de 24 heures. C'est très important de le retenir parce que ça veut dire qu'on a bien une manipulation, c'est ce qu'on va expliquer dans quelques instants. Juste pour vous dire qu'on est bien allé chercher ici le niveau bas de cette chandelle sans ici casser le bas précédent, d'accord? Le bas a toujours tenu maintenant, et c'est très intéressant, d'ailleurs on va le noter ici, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller. On est allé liquider les zones sans liquider ici cette zone-là. Et c'est très intéressant parce que justement ça nous renforce cette idée de manipulation. On est vraiment en train de retester cette partie basse, on voit qu'on n'arrive pas à casser ce lot-là, et donc justement ici on a eu un ravalement très fort. Quand on regarde vraiment en une heure, on voit bien ici cette rupture de l'order bloc que l'on a eu, vraiment une rupture très forte. On va aller chercher toutes les liquidités de toute cette zone-là, pour ensuite repartir à la hausse et reliquider les parties hautes. Quand on regarde un peu plus en amont et qu'on va se plonger dans justement les liquidités, on voit qu'on a liquidé toute cette partie-là, et ensuite on a commencé à retracer le mouvement totalement pour aller retaper une partie de liquidité. Ce qui est quand même relativement étrange, c'est qu'on a fait un retracement, oui, mais on s'est arrêté pile poil au 26, qui est un retest réel, hop, si on se remet ici, de la zone de travail que l'on a connu justement tout ce week-end, vendredi et tout ce week-end, dans lequel on a juste un retest supérieur et on n'est pas allé chercher les liquidités suivantes. Pour moi, les niveaux de retest importants seraient justement les 26 100 jusqu'au globalement 26 200, dans lequel on a une première zone de liquidité qui est relativement forte à aller chercher avant de faire un retest bearish. Donc pour moi ici c'est le premier retest bearish. On a un deuxième retest bearish qui peut être effectué ici dans cette zone-là à 27 000, dans lequel on a un retest classique et on comble l'imbalance avant de faire une chute baissière. Et le dernier pour moi, qui est vraiment important, dans lequel on irait retester les 28 500, dans lequel on a ici les différents bas qui ont été créés, ainsi qu'un order block qui se trouve ici, et une grosse partie d'imbalance qui reste à combler ici. Donc là, c'est vraiment le très gros retest avant de faire une cassure baissière. Si jamais on consolide au-dessus des 30 000, ça veut dire que ça invalide la cassure baissière que j'anticipe, d'accord? Donc pour moi, on est toujours dans une forme de retest baissier, on est dans une forme de manipulation, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de volatilité, donc forcément on va chercher les liquidités là où elles se trouvent, pour pouvoir créer des frais, pour pouvoir créer justement du volume, et ce volume-là permet de rentabiliser les market makers actuellement, d'accord? Plus on est dans une phase de latéralisation,
plus c'est compliqué. Et quand on est dans une phase de latéralisation, c'est vraiment les phases de manipulation classiques. C'est preuve que le marché est difficile. Pourquoi il est difficile? On n'oublie pas qu'on a les ETF, on a Gary Gensler, on a la SEC, on a maintenant la commission de trading qui commence à revenir aussi, on a vraiment des éléments qui sont relativement forts. On rajoute en plus la notion de FUD générale qu'on a au niveau du sol, bon, et du sol et des autres cryptos, notamment le BTC, mais on a vraiment un moment où c'est vraiment très compliqué. Le tout techniquement posé sur une résistance qui est vraiment importante, hein. Ici je vous le rappelle que c'est la rupture de la R, donc c'est vraiment la rupture haussière de l'accumulation que l'on a eue, donc c'est cette rupture-là qu'on a retestée une fois, qu'on est en train de retester une deuxième fois, donc c'est logique qu'on soit dans cette phase de manipulation pour créer du momentum, pour pouvoir partir à la hausse ou à la baisse. Moi, l'élément qui est vraiment à retenir ici, c'est qu'on a eu, au niveau de l'open interest, ici une accélération au niveau de la chute, on a retracé une partie de l'open interest, donc on a vraiment eu un mouvement à levier, et on a liquidé les leviers qui ont été mis en place, donc on a un retour bear quasiment au niveau de l'open interest, donc on est dans quelque chose de classique, ok, mais quand on regarde les positions de top trader, on voit quoi? On voit qu'on est dans une courbe descendante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de positionnement, on a bien la cassure baissière ici, mais on n'a pas de remontée des positions, donc ça sous-entend ici qu'il y a bien eu un renforcement soit des shorts, soit une diminution des positions longues, d'accord? Donc on est vraiment soit dans l'un, soit dans l'autre, mais donc ça veut dire qu'on est plutôt bearish par rapport à ça. Et je pense que même si on a une accélération dans les différentes zones de retest, on aura un renforcement des shorts et non pas un renforcement des longues, donc ça veut dire que soit on aura un allègement de l'exposition en diminuant les positions longues et en renforçant les shorts, soit juste en renforçant encore plus les shorts. Donc là, pour moi, je vous l'ai toujours répété, hein, ce signal-là, ici, cette partie-là, c'est vraiment important, et on voit que depuis qu'on a eu la cassure baissière, on a une trend qui est plutôt descendante au niveau des positions, donc là c'est un signe pour lequel on est en train de se diriger doucement vers les 50%, et là on aura peut-être une bascule qui se fera pour entraîner plus bas et aller chercher les zones que l'on attend avec une rupture baissière, on va retrouver ici, hop, tac, rupture baissière, où on casse les 25 200 pour aller chercher potentiellement la zone de reload, ici, toujours à 21 000, enfin 22 000 jusqu'à potentiellement 19 000, et le gap baissier qui se trouve ici. Donc on est dans quelque chose qui est classique, et ça se voit aussi au niveau de la dominance du BTC, dans le sens où on a bien eu la rupture ici des 49%, et on voit que cette rupture des 49%, et qui est présente dans le sens où on a eu déjà un retest, deuxième retest, et là on a fait une cassure baissière pour faire un pullback. Donc là ce qui est attendu, c'est ici faire la classique, dans le sens où on va faire un pullback, et ensuite on va réaccélérer à la hausse. D'accord? Donc c'est une augmentation de la dominance du BTC, et on sait très bien que l'augmentation de la dominance du BTC se fait dans deux cas, soit dans le cas où ça pousse tout seul, soit dans le cas où ça s'enfonce, et là ça s'enfonce pas tout seul, mais le BTC en fait va mener la danse au niveau de la dominance, et on aura une augmentation de la dominance dans cette chute. Donc là il y a deux possibilités. La deuxième possibilité, c'est justement avoir une réintégration en dessous des 49, consolidation, retest, et cassure baissière. Là, ça sous-entendrait quoi? Ça sous-entendrait qu'on a une stabilisation du BTC et une remontée potentielle des alts. Quelque chose que j'ai du mal à voir maintenant. Donc pour moi, j'ai tendance à vous dire qu'on va rester au-dessus de 49, et là, ça va être plus ou moins l'indication qu'il va falloir suivre au niveau des différents mouvements du BTC, voir si oui ou non on a un transfert de liquidité. Je ne vois pas le transfert de liquidité. Sur cette fin d'année, j'ai du mal à pouvoir l'accepter, en voyant justement ici la résistance que l'on a par rapport aux accélérations haussières du SP500 et aux accélérations baissières, d'accord? Ça sous-entend qu'on est vraiment dans un élément endogène, et que tant que ce sera pas résolu, on n'aura pas de retour de liquidité au niveau des cryptoactifs, donc ça veut dire quelque chose qui va rester soit flat, soit avec de la manipulation pour aller chercher des niveaux importants. Donc là, si on casse baissier, ça sous-entend que il va falloir aller chercher, pour moi, de la liquidité supérieure, on n'a pas assez de liquidité pour aller chercher la partie basse, donc on y aller chercher les niveaux que je vous ai donnés, donc avec une accélération haussière jusque potentiellement ici, et une chute baissière, ou voire même plus grand. On va chercher ici cette zone-là, avant de casser, un petit peu plus haut, hop, ici, et on va casser ici. Pour moi, c'est vraiment les scénarios que j'ai en tête. On va s'enfoncer dans tous les cas, et si on prend un petit peu de recul, et qu'on va jouer un petit peu sur la fractalité, voir un petit peu le momentum que l'on a depuis un certain temps, bah, c'est exactement ça, d'accord? On est vraiment dans une démarche où on a une cassure, une latéralisation, on va faire un retest baissier, un retest haussier, on casse, on latéralise, pareil on va chercher le bas, on va chercher le haut, et ensuite on fait le mouvement, d'accord? Soit on latéralise, et on va rechercher et on fait le mouvement, soit on va chercher directement, et on fait le mouvement par la suite. Donc on est vraiment dans cette démarche-là, donc on pourrait être dans cette setup ici, ici, et là on pourrait être dans la préparation du mouvement haussier, avant de faire quelque chose d'un peu plus haut pour repartir. Est-ce qu'on peut casser tout de suite? J'ai envie de vous dire, peut-être, mais
pour moi, les liquidités sont assez faibles, hein. Quand on regarde vraiment les liquidités qui se positionnent là, oui, j'ai un petit peu de liquidité qui est ici, mais c'est vraiment relativement faible, et si on va regarder sur Kingfisher, on voit que les liquidités sont présentes, mais pas court terme, d'accord? On a vraiment liquidé ces parties-là, donc pour moi, il va falloir les recréer, et pour les recréer, il faut créer de l'incentive, et en créant l'incentive, ça veut dire qu'on va chercher plus haut, d'accord? On va retrouver sur quelque chose où on a de la volatilité à la hausse, dans lequel ça va dynamiser les boules, dans lequel on va créer de la liquidité de longue, et donc on ira ensuite cannibaliser ça pour faire le mouvement baissier. Quand on a un marché, on n'oublie pas, qui est à faible volatilité et à faible liquidité, il faut des mouvements contraires, systématiques, pour créer de la liquidité, compresser la liquidité et faire le mouvement voulu. D'accord? Encore une fois, on se prépare aux nouvelles qui sont en train d'arriver, on n'oublie pas mercredi, on n'oublie pas la semaine prochaine, qui sont des mouvements vraiment très forts sur la macroéconomie, dans lequel on pourrait avoir justement l'élément déclencheur pour avoir le flux justement du BTC, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Après, on verra l'impact que ça aura sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, ça me fait toujours très plaisir. Et on se retrouve à 13h30 pour parler de CKB, la crypto de Nervos, un projet qui se veut être le futur de la blockchain, niveau 0, niveau 1, niveau 2, tout en une seule unique blockchain, et c'est à 13h30.